Module onde, leçon numéro 3, propagation d'une onde lumineuse. Nous avions vu, grâce à la cuve à onde, que lorsque une onde à la surface de l'eau rencontre une petite ouverture, il y avait un phénomène d'étalement de l'onde après l'ouverture. C'est la diffraction. On peut se demander, est-ce qu'il en est de même pour la lumière? C'est-à-dire chercher la nature de la lumière. A-t-elle une nature ondulatoire? Donc, on va essayer de mettre en évidence la diffraction de la lumière. Pour cela, on réalise le montage expérimental suivant. Constitué d'une source laser qui éclaire une plaque opaque munie d'une fente. Cette fente a une largeur petit a réglable. On peut augmenter la largeur ou bien la réduire. Après la fente, on place à une distance d un écran. On voit devant nous le dispositif expérimental formé d'une source laser, puis d'une plaque qui contient une fente verticale dont la largeur est réglable, puis un écran sur lequel on reçoit la lumière qui provient de la fente. Lorsque la fente est large, on obtient une tache lumineuse, mais si on diminue la largeur de la fente, on voit l'étalement de la lumière derrière la fente. Et on observe l'apparition d'une figure constituée de taches lumineuses séparées par des ondes sombres. Cette figure s'appelle figure de diffraction. Lorsqu'on continue à diminuer la largeur de la fente, on voit que la largeur de la tache centrale augmente. Passons maintenant à un résumé de ce qu'on vient de voir dans l'expérience précédente. Comme dans le cas des ondes mécaniques, nos observations ne sont pas conformes avec nos prévisions. On s'attendait à ce que la lumière se propage d'une façon rectiligne lorsqu'il traverse la fente. C'est le principe de propagation rectiligne de la lumière. On a observé tout à l'heure sur l'écran une figure appelée figure de diffraction. Il y a étalement de la lumière perpendiculairement à la fente. La fente était verticale et l'étalement se fait d'une façon horizontale. Ça sous-entend, si la fente était horizontale, l'étalement se fera d'une façon verticale. Elle se présente sous forme de plusieurs taches brillantes qui sont séparées par des taches sombres qu'on appelle zones d'extinction. Autrement dit, il y a une tache centrale brillante entourée de taches secondaires moins brillantes qui sont espacées par des zones sombres appelées zones d'extinction. L'intensité lumineuse des taches décroît en s'éloignant de la tache centrale. La diffraction est un phénomène caractéristique des ondes. On peut donc conclure que la lumière est une onde qui se propage. Donc la lumière a une nature ondulatoire. Après avoir montré que la lumière est une onde, on va s'intéresser maintenant à la nature de cette onde. La lumière peut se propager dans le vide, contrairement aux ondes mécaniques qui nécessitent un milieu matériel. Donc la lumière n'est pas une onde mécanique. Une telle onde qui se propage dans le vide est dite onde électromagnétique.
La lumière donc est une onde électromagnétique progressive et sinusoïdale. Une telle onde est caractérisée par une double périodicité. Une périodicité temporelle caractérisée par sa période t, une périodicité spatiale caractérisée par sa longueur d'onde lambda. La lumière se propage dans le vide avec une célérité c égale 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Les trois grandeurs, la longueur d'onde, la période et la célérité sont liées par la relation suivante. Une remarque, on parle ici de la longueur d'onde dans le vide. Chaque fois qu'on a la célérité dans le vide, il s'agit de la longueur d'onde dans le vide. C'est lambda dans le vide égale c, la célérité, fois la période t, ou bien c sur la fréquence nu. C'est une lettre grecque appelée nu et qui caractérise ou bien qui symbolise la fréquence de la lumière. Les ondes électromagnétiques possèdent des propriétés, dont voici certaines de ces propriétés. La première, c'est que la fréquence nu d'une onde électromagnétique est invariante lors d'un changement de milieu de propagation. Elle ne dépend que de la fréquence de la source. Cela veut dire, si la lumière se propage par exemple dans l'air, puis il passe à un autre milieu, par exemple le verre, la fréquence ne va pas changer si le milieu de propagation change. Donc la fréquence ne changera que si la fréquence de la source change. Exemple, si je prends la fréquence de la lumière rouge lorsqu'il se propage dans l'air, elle a la même valeur que la fréquence lorsqu'il se propage dans le verre. Malgré que le milieu de propagation a changé, la fréquence est restée invariante. Deuxième propriété. La célérité d'une onde électromagnétique dans un milieu transparent, elle est toujours inférieure à la célérité dans le vide. Ça veut dire que la plus grande célérité de la lumière, c'est sa célérité dans le vide, c'est 3 10 puissance 8. S'il se propage dans un autre milieu transparent autre que le vide, cette célérité, ou bien cette vitesse de propagation, elle est inférieure à c. Comme conséquence de la variation de la célérité dans les milieux transparents, ceci va entraîner le changement de la longueur d'onde selon le milieu où la lumière se propage. C'est-à-dire, puisque la fréquence reste inchangée, quel que soit le milieu de propagation, et puisque la vitesse de propagation change selon le milieu, donc ce rapport va changer. Ça veut dire que la longueur d'onde change selon le milieu de propagation, contrairement à la fréquence. Donc, je peux dire que la longueur d'onde varie avec le milieu de propagation. C'est-à-dire que la longueur d'onde, par exemple, de la lumière rouge lorsqu'il se propage dans l'air, n'a pas la même valeur que la longueur d'onde de la lumière rouge lorsqu'il se propage dans le verre. Donc on voit bien que la fréquence est une invariante, il ne change pas quel que soit le milieu de propagation. Par contre, la longueur d'onde change selon le milieu de propagation. Maintenant, voyons la relation couleur-fréquence. Définissons d'abord qu'est-ce que c'est qu'une lumière monochromatique. Le mot monochromatique est constitué d'un préfixe mono qui veut dire une et chroma veut dire couleur. Donc lumière monochromatique, c'est une lumière à une seule couleur. Scientifiquement, une lumière monochromatique, c'est une onde électromagnétique progressive sinusoïdale de fréquence unique, contrairement à une lumière polychromatique,
constitué de plusieurs couleurs. Donc la lumière polychromatique ne possède pas de fréquence unique, contrairement à la lumière monochromatique. La couleur donc, elle est liée à la fréquence. Si la fréquence ne change pas, la couleur ne change pas aussi. Deuxième chose à savoir, c'est définir qu'est-ce que c'est qu'une lumière visible. Par définition, une lumière visible, c'est la partie des ondes électromagnétiques visible par l'œil humain. Donc, une lumière, elle est visible si sa longueur d'onde dans le vide est comprise entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Si lambda appartient à cet intervalle, alors c'est une lumière visible. Si elle est hors de cet intervalle, c'est une lumière invisible. Je précise bien que la valeur 400 et 800 nanomètres, c'est la valeur de la longueur d'onde dans le vide. Le schéma suivant résume cette situation. Le domaine visible, elle s'étale du rouge au violet, c'est-à-dire de lambda égale à 800 nanomètres jusqu'à lambda égale à 400 nanomètres. Si lambda est inférieur à 400, il appartient au domaine ultraviolet. S'il est supérieur à 800, il appartient au domaine de l'infrarouge. Le mot ultra et infra, il est relatif à la fréquence, comme on va le voir. Soit un axe de fréquence orienté de droite à gauche, c'est-à-dire que le sens croissant est de droite à gauche. Je mets sur cet axe les limites de la fréquence du rouge et du violet, calculées grâce à la relation nu égale c sur lambda. Comme vous voyez, j'ai utilisé ici la célérité dans le vide, puisque les longueurs d'onde prises ici sont les longueurs d'onde dans le vide. On trouve pour le violet 7,5 10 puissance 14 Hz et pour le rouge 3,75 10 puissance 14 Hz. Entre ces deux fréquences, c'est le domaine visible. Si la fréquence est supérieure à 7,5 10 puissance 14, c'est le domaine ultraviolet. Donc ultra, ça veut dire supérieur à la fréquence du violet. Si on est dans le domaine où la fréquence est inférieure à 3,75, c'est l'infrarouge. Donc le mot infra et ultra, c'est relatif à la fréquence. À la fin de cette première partie, on va faire un retour sur le phénomène de diffraction. Le schéma suivant représente la tâche centrale sur l'écran et aussi la plaque qui porte la fente de largeur A. Alors sur ce schéma, on va définir ce qu'on appelle l'écart angulaire. L'écart angulaire, c'est cet angle θ. On appelle l'écart angulaire le demi-angle θ entre le centre de la tâche centrale et le centre du premier minima d'amplitude, c'est-à-dire le centre de la première tâche sombre. Et cet angle θ, il est exprimé en radians. L'étude expérimentale montre l'existence d'une relation entre la largeur de la fente, la longueur d'onde de la lumière incidente du laser et l'écart angulaire. Lorsqu'un faisceau de lumière de longueur d'onde lambda traverse une fente de largeur A, l'écart angulaire θ est donné par la formule θ égale lambda divisé par A. Avec θ, l'écart angulaire en radians, lambda, la longueur d'onde en mètres, et A, la largeur de la fente en mètres. Et comme ça, d'après l'analyse dimensionnelle, le radian, c'est une longueur sur une longueur. C'est le mètre sur le mètre, ou bien le mètre fois le mètre moins 1. On peut exprimer l'écart angulaire autrement, en utilisant ce triangle rectangle. Alors donc,
sur ce triangle rectangle, la tangente de l'angle θ, c'est la moitié de la largeur de la tâche centrale sur la distance D entre la fente et l'écran. Donc, tangente θ égale à L sur 2D. Or, l'angle θ, il est toujours petit. L'écart angulaire est petit. Et en mathématiques, lorsque un angle est petit, on peut confondre la tangente de cet angle à la valeur de l'angle en radians. C'est-à-dire que la tangente θ est à peu près égale à θ et θ exprimé en radians. En utilisant cette relation, c'est-à-dire en remplaçant la tangente θ par L sur 2D et θ par lambda sur A, on arrive à la relation suivante. Lambda sur A égale L sur 2D. Donc la largeur de la tâche centrale égale 2D lambda sur A. Dans l'expérience, on a vu que lorsqu'on fait diminuer A, L augmente. Donc le résultat trouvé, il est en accord avec les faits expérimentaux. Cette relation, il est toujours à redémontrer. Chaque fois qu'il est demandé dans un exercice, il faut d'abord tracer le schéma suivant qui résume la situation, écrire l'expression de la tangente, supposer que θ est petite et enfin avoir la relation entre la tangente θ et θ, c'est-à-dire avoir cette relation. Et répondre à la question, soit déterminer L, soit lambda, soit A, soit D. Propagation d'une onde lumineuse dans un milieu transparent. Commençons d'abord par l'indice de réfraction d'un milieu transparent. Par définition, c'est le rapport entre la célérité d'une onde se propageant dans le vide et sa célérité dans le milieu considéré. On symbolise l'indice de réfraction par la lettre N. Donc N, par définition, c'est C sur V. Tel que N, c'est l'indice de réfraction du milieu transparent, il est sans unité, puisque c'est une vitesse sur une vitesse. C, c'est la célérité de la lumière dans le vide, c'est 3 10 puissance 8. Et V, c'est la célérité de la lumière dans le milieu transparent. On a déjà vu dans les propriétés des ondes lumineuses que la célérité dans les milieux transparents autres que le vide est toujours inférieure à C. Donc, par conséquent, le N qui est égal à C sur V, il est toujours supérieur ou égal à 1. Physiquement, l'indice de réfraction représente la résistance du milieu au passage de la lumière. Plus l'indice est grand, plus la résistance au passage de la lumière est grande. Passons maintenant à une notion déjà vue en première. C'est le phénomène de réfraction. La réfraction, c'est le phénomène de changement de direction subi par la lumière lorsqu'elle traverse la surface séparant deux milieux transparents. Expliquons ce phénomène sur un schéma. Soit deux milieux transparents, par exemple l'air et l'eau. La surface de séparation des deux milieux est schématisée par la ligne noire. On trace une droite perpendiculaire à la surface de séparation, appelée normale à la surface. Maintenant, on va prendre un rayon lumineux incident qui vient frapper la surface de séparation. Ce rayon incident fait un angle d'incidence I1 avec la normale. Il y a une erreur qu'il faut éviter. L'angle d'incidence, ce n'est pas l'angle entre le rayon et la surface. C'est toujours l'angle entre le rayon et la normale. Au passage par la surface de séparation, la lumière change de direction de propagation. Ce changement, c'est le phénomène de réfraction. Le rayon dans le deuxième milieu transparent est appelé rayon réfracté. Il fait un angle I2 avec la normale et cet angle s'appelle angle de réfraction. Ce phénomène obéit aux lois de Descartes.
Ce schéma résume la situation précédente. Le rayon incident et l'angle d'incidence, le rayon réfracté et l'angle de réfraction. La première loi de Descartes dit que le rayon réfracté, le rayon incident et la normale à la surface sont tous dans le même plan, c'est-à-dire qu'ils sont coplanaires, ils appartiennent au même plan. La deuxième loi de Descartes, elle concerne la relation entre l'angle d'incidence I1 et l'angle de réfraction I2. Cette relation est la suivante. N1 fois sinus I1 égale N2 fois sinus I2. N1, c'est l'indice de réfraction du premier milieu, c'est-à-dire ici, l'air. Le I1, c'est l'angle d'incidence entre le rayon incident et la normale. Le N2, c'est l'indice de réfraction du deuxième milieu, c'est-à-dire l'eau. Le I2, c'est l'angle de réfraction entre le rayon réfracté et la normale à la surface. Définissons maintenant qu'est-ce que c'est qu'un milieu dispersif pour une onde lumineuse. La définition est identique à celle des ondes mécaniques. Donc, un milieu transparent et dispersif, c'est la célérité de l'onde lumineuse monochromatique qui se propage dans ce milieu dépend de sa fréquence. Ça veut dire c'est la célérité de l'onde lumineuse monochromatique change en fonction de la fréquence dans un milieu donné, ce milieu est dit dispersif. Si le milieu est dispersif, ceci a une conséquence sur son indice de réfraction. Cet indice de réfraction qui est égal à C, la célérité dans le vide, qui est constante, toujours 3 10 puissance 8, mais la célérité du milieu dispersif, il varie selon la fréquence. Par conséquent, l'indice de réfraction d'un milieu dispersif dépend de la fréquence, c'est-à-dire il varie selon la fréquence de l'onde qui traverse ce milieu. Comme conclusion, on peut dire l'indice de réfraction d'un milieu dispersif dépend donc de la fréquence de l'onde qui se propage dans ce milieu. On passe maintenant à la dernière partie de cette leçon, spectre de la lumière. On va réaliser le spectre de la lumière par un dispositif optique qui s'appelle prisme. Le prisme est un polyèdre en verre à deux bases parallèles et dont les faces sont des parallélogrammes non parallèles. Cette photo représente deux prismes. Ils possèdent deux bases parallèles, celle-là et de l'autre côté, et les faces, première face, deuxième face et la face au-dessous, sont sous forme de parallélogrammes. Ces parallélogrammes ne sont pas parallèles, ils se coupent ici. Ça s'appelle l'arrêt du prisme. Si je projette ce prisme sur un plan vertical, je vois ce triangle-là. Maintenant, voyons la déviation d'une radiation monochromatique par un prisme. Je prends la projection d'un prisme sur un plan, il me donne un triangle. L'angle au sommet s'appelle l'angle du prisme. Donc, j'ai ici deux milieux. Le premier, c'est l'air d'indice N1. Le deuxième, c'est le verre d'indice de réfraction N2. Et enfin encore, l'air d'indice N1. Donc ici, il y a deux surfaces de séparation de deux milieux transparents. La première surface, c'est celle-là. C'est la surface de séparation R vert. Puis la deuxième surface, c'est l'autre. C'est la séparation entre vert et R. Prenons la première surface de séparation et traçons une normale à cette surface, N1, N'1. Et faisons arriver sur cette surface, en un point I, un rayon incident qui fait un angle d'incidence I1 avec la normale. Ici, au point I, la lumière va subir une réfraction, c'est-à-dire elle va changer de direction de propagation.
Ce rayon-là, c'est le rayon réfracté de celui-là. Il fait un angle R1 avec la normale. Donc I1, c'est l'angle d'incidence, R1, c'est l'angle de réfraction, en ce qui concerne cette première surface. Les deux angles d'incidence et de réfraction sont liés par la deuxième loi de Descartes, N1 sinus I1 égale N2 sinus R1. Le N1 du premier milieu, le I1 l'angle d'incidence, le N2 du deuxième milieu, le R1 c'est l'angle de réfraction. Ce rayon réfracté est considéré pour cette surface comme un rayon incident. Traçons une normale par rapport à la deuxième surface de séparation. L'angle d'incidence avec la normale s'appelle R2. C'est l'angle d'incidence de ce deuxième rayon. Je rappelle, ce rayon est à la fois réfracté pour la première surface et incident pour la deuxième surface. Donc l'angle R2, c'est l'angle d'incidence sur la deuxième surface. Au point I', ce rayon incident sera réfracté et il va rencontrer un écran. On verra une tache lumineuse sur cet écran. Ce rayon réfracté fait un angle de réfraction I2 avec la normale. Donc l'angle d'incidence pour la deuxième surface et l'angle de réfraction pour la deuxième surface sont liés par la deuxième loi de Descartes, N2 sinus R2 égale à N1 sinus I2. Maintenant, voyons le comportement du prisme si la lumière était polychromatique. On appelle lumière polychromatique une lumière composée de plusieurs lumières monochromatiques. C'est-à-dire que cette lumière polychromatique n'a pas de fréquence unique. Elle est composée de plusieurs fréquences. Si on prend un prisme et on envoie sur ce prisme une lumière blanche, on voit apparaître les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est-à-dire que ce prisme, en ce point-là, a séparé cette lumière en ses différentes couleurs. Ce phénomène s'appelle la dispersion de la lumière. La cause de la dispersion de la lumière polychromatique, c'est que l'indice de réfraction du prisme change de valeur selon la lumière incidente. Ainsi, si j'ai une lumière composée par exemple de 3 couleurs bleu, vert et rouge, pour la lumière bleue, le prisme va présenter un indice différent de celui du vert, différent de celui du rouge. Et par conséquent, chaque rayon va suivre un chemin différent de l'autre. Et il y aura une séparation des couleurs au niveau de cette première surface. Maintenant, quelle est la lumière la plus déviée? La lumière la plus déviée, c'est la lumière qui possède la longueur d'onde la plus petite, c'est-à-dire la fréquence la plus grande. Donc, si j'envoie une lumière composée de 2 couleurs, le rouge et le bleu, la fréquence du rouge est inférieure à la fréquence du bleu, je verrai que la lumière bleue est la plus déviée que le rouge. C'est-à-dire, plus la fréquence est grande, plus la déviation elle est importante. C'est la fin de cette leçon. Merci de votre attention et à la prochaine leçon.